Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de faire. Il s'agit de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2024. Avant de commencer à vous présenter ma pile à lire pour cette année, je vais vous parler un tout petit peu de ce challenge qui a été créé par Guimauze Terrier et qui consiste à faire des découvertes littéraires et ou culturelles qui nous permettent un petit peu de plonger dans l'automne et dans ses différentes ambiances. C'est un challenge qui se déroule du 1er septembre au 30 novembre, mais pour toutes les informations pratiques, je vous laisserai la vidéo de Guimauze en barre d'informations. Comme cette vidéo risque d'être un petit peu longuette, n'hésitez pas à vous prendre une boisson chaude, un petit snack, à vous installer confortablement et on va commencer tout de suite. Je débute cette pile à lire avec la sous-catégorie intitulée « L'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité » dont les mots-clés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes ou encore comédie. Et pour cette sous-catégorie, le premier livre m'est apparu comme une évidence puisque j'ai choisi d'inclure dans ma pile à lire La Voix des ombres de Frances Hardinge, édité chez Gallimard Jeunesse. Je vais vous lire le résumé présent sur Livre Addict pour plus de facilité. Parfois, quand quelqu'un décède, son esprit s'échappe à la recherche d'un endroit où se réfugier. Certaines personnes qui possèdent un espace entre eux représentent alors la cachette parfaite. Makepeace a appris à se défendre contre ses fantômes. Mais un jour, un événement épouvantable lui fait baisser sa garde. À présent, un esprit habite en elle. Il est sauvage, fort et en colère. Mais il est aussi son seul rempart contre la cruelle famille de son père. Dans un pays déchiré par la guerre, Makepeace doit décider de son destin, la liberté ou la vie. Frances Hardinge, c'est l'autrice de L'île aux mensonges, un roman que j'avais beaucoup aimé et qui est absolument parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir La Voix des ombres, qui a une très jolie couverture et puis qui correspond parfaitement au thème de cette sous-catégorie puisqu'on parle de fantômes et de possession, le tout dans une ambiance, il me semble, assez sombre. Et j'ai également choisi de mettre dans cette sous-catégorie le recueil Mononoke, histoire de fantômes japonais, écrit par Lafcadio Hearn et Yakumo Koizumi, à retrouver aux éditions Guinness. Pour le coup, il s'agit d'un recueil de nouvelles sur le folklore japonais dans lequel on va retrouver des histoires sur des yokai, des femmes des neiges ou encore des samouraïs. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis un certain temps et qui rentrerait parfaitement dans la ligne directrice d'une vidéo que je souhaite faire au long cours, donc j'espère pouvoir mettre la main dessus et découvrir tout ça. Ensuite, pour la catégorie fenêtre cassée, porte ouverte dont les mots-clés sont horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller ou créature, je me suis basée sur les mots-clés horreur et peur, et j'ai choisi de lire dans un premier temps Sac d'os de Stephen King que vous pouvez retrouver en format poche chez Le Livre de Poche mais également en grand format chez Albin Michel. On y suit l'histoire de Mike Noonan, un jeune écrivain à succès frappé par le syndrome de la page blanche depuis la mort brutale de sa femme Jo, qui était alors enceinte. Suite au drame, l'écrivain s'est reclus dans sa maison de campagne et alors qu'il rencontre Kira et sa mère Matty, Mike pense pouvoir prendre un nouveau départ. Mais une ombre plane dans le petit village où se situe sa maison de vacances, notamment celle d'une chanteuse de blues assassinée il y a plusieurs décennies par des personnes racistes. C'est un peu une tradition pour moi de mettre un roman de King dans mes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge, que je les lise ou non, et cette année j'avais envie de découvrir Sac d'os qui m'a été recommandé par l'organisatrice du book club auquel je participe. Je pense qu'il s'agit plus d'horreur sociale et c'est un style d'horreur que j'apprécie pas mal et auquel je suis assez réceptive.
Et dans un second temps, j'aimerais découvrir le premier tome de Swan Song intitulé Le feu et la glace et c'est écrit par Robert McCammon et édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Swan Song, c'est un récit post-apocalyptique qui met en scène plusieurs destins dans différents états des États-Unis. On va tout d'abord avoir l'histoire de Black Frankenstein, un homme vivant dans le désert du Kansas qui se voit confier une mission très particulière, celle de protéger une enfant aux dons particuliers. On suit également le personnage d'une femme sans abri à New York qui découvre un étrange anneau de verre. Et enfin, le troisième personnage que l'on suit, c'est un adolescent vivant dans un camp de réfugiés de l'Idaho et qui va devoir apprendre à tuer. Et toutes ces personnes n'ont finalement qu'un seul but, celui de survivre à l'apocalypse. J'avais découvert les récits de Robert McCammon lors du précédent Pumpkin Autumn Challenge avec Zephyr Alabama, qui avait été une belle découverte. Et forcément, lorsque j'ai vu que Monsieur Toussaint Louverture éditait sa duologie d'horreur apocalyptique, je ne me suis pas posé plus de questions et j'ai mis tout ça dans ma wishlist. Et si j'arrive à lire ce premier tome, je ferai d'une pierre deux coups puisqu'il est aussi nominé au prix Livre Addict de cette année dans la catégorie fantastique. Ensuite, nous avons la catégorie Le crâne qui parle avec les mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Pour ma part, je me suis surtout basée sur les mots-clés cimetière, sorcière et médiéval et le premier livre que j'ai choisi est la seconde intégrale du comics Rachel Rising, écrit et dessiné par Terry Moore et publié chez Delcourt. Nous suivons l'histoire de Rachel, une jeune femme vivant dans la petite ville de Manson. Elle a une petite vie tout à fait tranquille jusqu'au jour où celle-ci s'extirpe de terre et découvre qu'on a tenté de l'assassiner et de l'enterrer vivante. Et donc Rachel va mener l'enquête afin de découvrir qui est le coupable derrière tout ça. Je pense que vous l'avez compris, mais il y a un lien assez fort avec le cimetière, la mort, et sans trop vous en dire, on parle également pas mal de sorcières. Et petit bonus sur les couvertures des intégrales, on voit Rachel tenir entre ses mains un crâne, donc c'était le comics tout indiqué pour cette catégorie. Et pour le second livre, j'ai mis le premier tome de la bande dessinée L'âge d'or de Cyril Pedrosa et Roxane Moreil, édité par Dupuis. Ici, je vais vous lire un petit peu le résumé de Livre Addict, ce qui nous dit donc ceci. La légende parle d'un âge d'or, où vallées et montagnes n'étaient entravées d'aucune muraille, où les hommes allaient et venaient librement. Mais ce temps lointain est révolu. Le royaume est accablé par la disette et les malversations des seigneurs de la cour. À la mort du vieux roi, sa fille Tilda s'apprête à monter sur le trône pour lui succéder. Avec le soutien du sage Tandrek et du loyal Bertil, ses plus proches conseillers et amis, elle entend mener à bien les réformes nécessaires pour soulager son peuple des maux qui l'accablent. Mais un complot mené par son jeune frère la condamne brusquement à l'exil. Guidée par des signes étranges, Tilda décide de reconquérir son royaume avec l'aide de ses deux compagnons. Commence alors un long périple où leur destin sera lié à l'âge d'or, bien plus qu'une légende, bien plus que l'histoire passée des hommes libres et de leurs combats. C'est un livre dont le pouvoir est si grand qu'il changera le monde. Il s'agit encore une fois d'une recommandation d'une des lectrices du Book Club qui, si je ne dis pas de bêtises, avait beaucoup aimé cette histoire et personnellement, les thèmes de cette BD me parlent beaucoup. On parle de quête, de complot, de pouvoir et tout ça semble porté par un personnage féminin très fort. Bref, je suis très curieuse de découvrir cette bande dessinée. Et enfin, pour la dernière sous-catégorie de ce tableau automne frissonnant nommé Des Pancakes pour 11, nous avons les mots-clés science-fiction, dimension parallèle, espionnage, extraterrestre et super pouvoir. C'est une catégorie qui m'a beaucoup inspirée, mais j'ai fait des choix et je me suis essentiellement inspirée du mot-clé science-fiction. J'ai tout d'abord mis La Société protectrice des kaiju de John Scalzi, publié chez L'Atalante. Dans La Société protectrice des kaiju, on suit le personnage de Jamie, un jeune homme qui quitte son job de livraison de repas pour travailler dans une société protectrice des animaux. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que ces animaux, ce sont en fait des kaiju, puisqu'effectivement, ils sont menacés d'extinction à cause d'entreprises peu vertueuses qui souhaitent exploiter leur puissance. Il y a encore
quelques semaines, je n'avais aucune intention de lire ce roman, mais à la suite des conseils avisés de ma bibliothécaire, j'ai dernièrement lu son roman Super méchant débutant que j'ai tout simplement adoré. C'était très drôle, divertissant à souhait et forcément j'avais envie de réitérer l'expérience, d'autant plus que, encore une fois, c'est un roman qui est nominé pour le prix Livre Addict dans la catégorie science-fiction. Et on passe au dernier livre de ce tableau Automne frissonnant. Avant d'enchaîner avec le second tableau, j'ai décidé d'ajouter dans ma pile à lire Absolu, tome 2, Les Effacés de Margot Dessen, à retrouver chez Castelmore dans leur collection Big Bang. Comme il s'agit d'un tome 2, je vais plutôt vous résumer l'intrigue du premier tome pour éviter tout spoiler. L'histoire d'Absolu se situe dans la nation d'Érith, à savoir une nation qui a été construite sur les ruines de la Pologne, pays qui a été mis à feu et à sang il y a une vingtaine d'années à cause de la chose, une entité étrange et maléfique qui tue tout sur son passage. On a réussi à l'enclaver dans la ville de Varsovie, mais malheureusement on n'a pas encore réussi à l'arrêter. Par conséquent, chaque année on envoie 100 personnes dans la zone dans le but de trouver un moyen d'arrêter définitivement la chose, mais depuis 20 ans, personne n'a jamais réussi cette mission. Et on va suivre plus particulièrement les personnages de Prime, Johanna et Edouard, 3 personnes qui vont être envoyées dans la zone et qui découvrent là-bas que l'ennemi le plus terrifiant n'est peut-être pas celui qu'on croit. Je vous en avais parlé lors d'un précédent update lecture que je vous laisserai dans le petit i, mais le premier tome ne m'avait que moyennement convaincu. Toutefois, je suis curieuse de découvrir la suite parce que j'avais clairement l'impression qu'il me manquait beaucoup d'éléments de compréhension et que grâce à ce tome 2, je pourrais me faire un avis bien plus complet et bien plus définitif sur le premier volume de la saga. Et en plus, il me semble que le tome 3 doit sortir prochainement, donc je vais essayer de lire ce tome 2 durant le Pumpkin Autumn Challenge, histoire après ça de pouvoir terminer cette saga assez rapidement. On en a terminé avec le tableau Automne frissonnant et désormais on va s'attarder un peu sur le second tableau qui est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie s'intitule Take Care of Cinnamon Homes et s'articule autour de l'automne, de la tendresse, du foyer, de la famille, de la singularité, du cosy ou encore de la gourmandise. Et quel est le meilleur candidat pour cette sous-catégorie que le second tome de Mémoires de la forêt, à savoir Les carnets de Cornelius Renard, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, le tout à retrouver aux éditions L'École des loisirs. Dans ce second tome, on retrouve Archibald Renard préparant les festivités d'automne à Belle-Écorce. Cependant, les festivités vont prendre un tournant inattendu lorsque le libraire reçoit la visite d'une personne prétendant être le véritable propriétaire de sa librairie. Archibald et son neveu Bartholomé vont donc se mettre en quête des carnets de son grand-père, à savoir Cornelius, afin de découvrir toute la vérité sur cette mystérieuse affaire. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome de Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top, que j'avais trouvé touchant, bouleversant et empreint de beaucoup de sensibilité. J'espère donc retrouver la recette qui m'avait touché en plein cœur dans ce second tome, mais je fais confiance à l'auteur et je sens que ça va être une excellente lecture. Et je ne pouvais pas ne pas inclure dans cette sous-catégorie propice à la gourmandise et au cocooning le tome 7 de Minuscule de Takuto Kashiki, édité chez Komiku. Je vous ai déjà parlé à de très nombreuses reprises de ce manga, mais si vous ne connaissez pas Minuscule, nous suivons le quotidien de Akumei et Mikushi, 2 petits personnages vivant dans les bois et mesurant à peine 9 cm. C'est un manga hyper cosy et cocooning que j'aime lire de temps en temps et je pense qu'au vu des lectures assez trash que j'ai prévues pour Automne frissonnant, je vais avoir besoin d'une bonne dose de douceur. Ensuite, nous passons à la catégorie La délicieuse malaventure de Sadima, qui fait référence aux différents romans de l'autrice Flore Vesco. Les mots-clés autour de ce thème sont conte, réécriture, féminisme, adolescence, déconstruction et genre. J'ai tout d'abord mis La Marche Brume, tome 1, Le souffle des choses de Stéphane Fer, publié chez Dargaud. C'est une BD assez compliquée à vous résumer, donc une fois n'est pas coutume, je vais vous lire la 4e de couverture. Avant,
On n'avait pas peur des forêts sombres et des vieilles croyances, des cris de bêtes qui déchirent la nuit et des ombres incertaines qui rôdaient dans les champs. On se moquait bien des trolls cachés sous les ponts, des déesses vengeresses, des géants de nuages ou des diables des crevasses. Alors on brûlait les arbres millénaires pour se chauffer au printemps et on empoisonnait la terre pour la forcer à vomir ses fruits. Et puis un jour, la brume a tout emporté. Oh, pas la petite brumouille du matin ou la semi-brume des lendemains de pluie, non. La brouillasse, la vraie, la purée de boue, la bouillie de charbon, noire et épaisse comme de l'encre en suspension. Celle qui engloutit tout pour recracher des monstres et qui vous dévore à leur tour. Celle dont personne ne revient. Sauf la petite Tempérance, une ogresse attachante. Sauvée de justesse par Grisette la semeuse, une sorcière aussi puissante que bourrue, la petite fille est élevée dans la tranquillité d'une sororité de vieilles femmes qui vivent dans les montagnes. Mais 18 ans plus tard, la brume terrifiante finit par frapper durement la communauté, forçant un petit groupe de sorcières à quitter le village pour tenter de percer les mystères du fléau. Il est temps de sortir les gris-gris et de se rappeler les vieilles incantations et les leçons de kung-fu pour se lancer dans une grande aventure qui changera le destin de la jeune Tempérance à jamais. Un conte écologique moderne, drôle et sombre à la fois, empreint de métaphores servant de belles réflexions et jouant, non sans humour, avec les stéréotypes du monde foisonnant de la sorcellerie. C'est effectivement l'aspect conte moderne qui m'a convaincu de l'ajouter à ma pile à lire. En plus de cela, Stéphane Fers, c'est l'auteur de la bande dessinée Peau de 1000 bêtes que j'ai lu il y a 2 ans et dont je n'arrive toujours pas à déterminer si elle m'a plu ou non. J'ai bien envie de voir si j'aurai le même ressenti avec cette œuvre. Ensuite, j'ai inséré une autre bande dessinée, Le Prince et la Couturière, écrit et dessiné par Jen Wang et publié chez Akileos. Dans cette BD, on suit l'histoire de Sébastien, un jeune prince dont les parents lui cherchent une épouse. Néanmoins, Sébastien ne compte pas s'impliquer dans cette recherche et veut continuer à arpenter les rues de Paris avec de belles tenues confectionnées par Frances, sa couturière personnelle. Mais Frances, elle de son côté, souhaite s'affranchir de Sébastien et réaliser ses rêves. C'est une BD qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps et il me semble que je l'avais inclus dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de 2022. Évidemment, j'avais été un petit peu trop ambitieuse et je n'avais pas réussi à la lire. Pourtant, ce livre continue à me faire terriblement envie et je pense qu'au vu du résumé, il correspond parfaitement à cette sous-catégorie. Après, on arrive à la sous-catégorie CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre dont les mots-clés sont amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Cette petite citation fait référence à la BD Lightfall de Tim Probert et je suis vraiment heureuse qu'il y ait une référence à cet univers incroyable dans cette édition du challenge. Mais pour ma part, je suis à jour dans la série, donc j'ai dû choisir autre chose et je me suis tournée vers le premier tome de Ookie de Myriam Bonastré-Dur aux éditions Dupuis. On va suivre l'histoire de Dany et Dorian, deux jumeaux et sorciers. Ces derniers vont rater le bus qui les emmène à leur école de magie et au lieu de parler de cet incident à leurs parents, ils vont essayer de trouver un professeur personnel, ce qui va leur causer de sérieux soucis. J'avais repéré cette BD il y a quelques temps et le résumé, les dessins, les couleurs, tout ça m'intriguait fortement. Mais je voulais absolument lire cette BD durant le Pumpkin Autumn Challenge et j'ai clairement attendu une bonne partie de l'année pour ça. Et j'ai également inclus le tome 7 et dernier tome de la saga Sauveur et fils de Mario de Muraille à retrouver aux éditions L'École des loisirs. Dans cette saga, on suit Sauveur Saint-Yves dans son quotidien de psychologue clinicien. Au fil des tomes, on voit comment ses différents patients évoluent et puis l'autrice s'attarde également sur sa vie de famille, sur son évolution, les changements et les imprévus avec lesquels il doit composer. Ce 7e tome se passe quelques temps après la pandémie de Covid-19 et on va voir comment cette situation exceptionnelle impactait la vie de Sauveur, celle de sa famille, ainsi que celle de ses patients. Pour choisir ce livre-ci, je me suis surtout appuyée sur le terme santé mentale, qui est un élément prépondérant dans Sauveur et fils, et d'autant plus dans ce tome-ci à mon avis,
puisqu'on va reparler de la pandémie de Covid-19 et de l'impact qu'elle a eu sur la santé mentale de tous et de toutes. En plus de cela, si j'arrive à le lire durant le challenge, ça me permettrait de conclure une saga, ce qui n'est jamais de refus. Et la dernière sous-catégorie de ce tableau automne douceur de vivre s'appelle « Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul ». On y retrouve les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verbe ou encore satire. Personnellement, j'ai pris les mots-clés classique et amour et j'ai tout d'abord choisi de lire Émilie, tome 1, Émilie de New Moon de Lucie Maud Montgomery, paru chez Monsieur Toussaint Louverture. Nous suivons le personnage d'Émilie, une petite fille qui doit subitement déménager chez des parents lointains à New Moon. Son quotidien va se révéler plus que rude, mais pour le surmonter, Émilie, elle écrit beaucoup et elle adore ça. Et forcément, elle est bien décidée à devenir poétesse. Lorsque j'ai vu que Monsieur Toussaint Louverture éditait une nouvelle saga de Lucie Maud Montgomery, l'autrice de la saga Anne, saga littéraire très chère à mon cœur, j'étais vraiment extatique. En plus de cela, la couverture est sublimissime dans ses tons de lilas et de bleu. C'est vraiment hypnotisant et ça donne envie de voir ce qui se cache derrière cette magnifique couverture. Pour le second bouquin, j'ai choisi Gwen et Art Are Not in Love, écrit par Lex Crusher et publié chez Casterman. Gwen and Art Are Not in Love, c'est une réécriture du mythe arthurien assez original puisqu'il part du postulat que Gwen est amoureuse d'une chevaleresse nommée Bridget et qu'Arthur, lui, aime le frère de Gwen et futur monarque de Camelot. Sauf que Gwen et Arthur ne peuvent pas aimer les personnes qu'ils ont choisies puisqu'ils doivent se marier entre eux et avoir évidemment beaucoup d'enfants pour le bien du royaume. J'avais envie d'ajouter une petite romance dans cette pile à lire et j'ai choisi celle-ci pour son aspect de réécriture de mythe arthurien qui rentre plus dans un mood automnal que les autres romances que j'ai dans ma wishlist qui parlent davantage de vacances, de plage, de soleil et de ce genre de choses. En plus, je trouve l'idée très originale et j'ai hâte de voir comment cela va être traité. On arrive tout doucement à la fin de cette pile à lire puisqu'on va s'attaquer au dernier tableau thématique qui est donc automne crépusculaire et dont la première sous-catégorie s'appelle Le règne des phalènes. Les mots-clés associés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, animal, ombre et nocturne. Et le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie a été une évidence au vu des mots-clés et des explications de Guimauze. Il s'agit du roman Du thé pour les fantômes de Chris Vulkiewicz, édité par la maison d'édition de Noël. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de deux sœurs, Félicité et Agonie. Félicité est une passeuse de fantômes, tandis qu'Agonie est une sorcière. Toutes les deux ne se sont plus adressées la parole depuis 30 ans, mais à la mort de leur mère, Félicité reprend contact avec Agonie et ensemble, elles vont tenter de découvrir qui était vraiment leur mère et ce qu'elle voulait leur révéler avant de mourir. C'est un livre que j'avais commencé à lire il y a quelques temps, mais que j'avais mis de côté parce qu'il demandait beaucoup de concentration de par sa narration très originale, mais j'ai toujours eu envie de reprendre ce livre et de découvrir l'histoire de Félicité et d'Agonie et je pense que ce sera une lecture parfaite pour cet automne, d'autant plus que le roman est également nominé pour le prix Livre Addict dans la catégorie fantastique. Et pour terminer avec cette sous-catégorie, j'ai envie d'ajouter le roman Les Vestiges du jour de Kazuo Ishiguro à retrouver chez Folio. Je ne sais que peu de choses sur ce roman, si ce n'est qu'on suit l'histoire d'un majordome qui part en voyage et retrouve une ancienne gouvernante qu'il aurait pu aimer et avec qui il aurait pu avoir une histoire d'amour et certainement vivre une toute autre vie que la sienne, ce qui va le faire peu à peu replonger dans tous ses souvenirs. Je pense que c'est un roman qui aborde pas mal la question de la vie, des choix qu'on prend et des choix qui vont composer notre quotidien
Et même si ce livre n'a pas une dimension mystique contrairement au précédent, il me semblait tout à fait approprié pour cette catégorie. En plus de cela, j'aime beaucoup le travail de Kazuo Ishiguro. Je vous ai déjà parlé quelques fois de Clara et le soleil, pour lequel j'ai eu un coup de cœur tout à fait inattendu. Et cet été, j'ai aussi découvert Auprès de moi toujours, dont j'ai prévu de vous parler plus en détail dans un prochain update lecture. Donc si j'ai l'occasion de découvrir encore quelques ouvrages de sa bibliographie, je ne dirai pas non. La seconde sous-catégorie s'intitule Voyageuse contemplant une mer d'étoiles et s'articule autour du romantisme, de la poésie, du lyrisme, du mystère, du rêve, de l'émotion ou encore du vague à l'âme. Pour ma part, j'ai choisi de m'appuyer sur les mots-clés poésie et mystère et de tout d'abord mettre un recueil de poèmes qui est Mes forêts de Hélène Dorion, publié aux éditions Bruno Doucet. Je ne sais pas du tout de quoi parle ce recueil, donc je vais vous lire ce qui est indiqué sur Livre Addict. Dans ce recueil voué aux forêts, la poétesse fait entendre le chant de l'arbre, déchiffrant la partition de la vie sur fond de ciel, de terre, de neige, de nuages persistants, de bourgeons sertis dans l'écorce et de renouvellement. Ça a l'air d'être un recueil de poésie axé sur la nature et je suis pour ma part très réceptive aux poèmes sur ce thème. J'adore les descriptions d'environnements divers et variés et comment la nature interagit avec l'homme. Dans tous les cas, ça m'a l'air vraiment très intéressant. Et j'ai également choisi d'inclure La mer de la tranquillité, qui est un roman d'une autrice canadienne, Emily St. John Mandel. Le tout est à retrouver aux éditions Rivage. La mer de la tranquillité est un roman d'anticipation où on suit Zoé, une scientifique qui travaille à l'Institut du Temps, institution située sur une colonie lunaire. Cependant, Zoé s'interroge sur les anomalies qui perturbent la cohésion temporelle et va essayer de résoudre ce mystère. Je trouve que ce résumé fait vraiment penser à la série Loki sur Disney+. J'avais déjà entendu parler de cette autrice dans le podcast Bibliomaniacs, il me semble, et j'avais trouvé son travail très intriguant, très original et vraiment ambitieux. Et comme c'est un roman qui est aussi nominé pour le prix Livre Addict, ça me permettrait encore une fois de faire une pierre deux coups. On arrive presque au bout de cette longue vidéo. L'avant-dernier thème s'appelle La chute de Laure-Ailée et les mots-clés sont donc ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleur, envoûtant ou encore évanescent. Il y avait quelques mots-clés qui ne me disaient trop rien, alors je me suis plutôt penchée vers les termes fleur, mémoire et prophétie. Pour le premier livre, j'ai mis un roman de ma pile à lire qui me fait terriblement envie et qui va entrer en résonance avec le mot fleur. Il s'agit des Voleurs d'innocence de Sarai Walker, publié chez Gallmeister. L'intrigue se situe dans les années 1950 et nous suivons l'histoire de 6 jeunes femmes qui ont toutes des prénoms de fleurs, à savoir Aster, Rosalinde, Kala, Daphné, Iris et Hazel. Seulement, la famille est frappée par une malédiction qui tue toutes les filles après leurs noces. Toutefois, Iris, la cadette, est bien déterminée à survivre à son funeste destin. Depuis ma lecture du roman Dans la forêt et après les 2 coups de cœur qu'ont été Betty de Tiffany McDaniel et Du côté sauvage de la même autrice, j'avais vraiment envie de découvrir le catalogue de la maison d'édition et de me laisser totalement embarquer dans ces récits sombres, sans concession, mais qui me font ressentir toujours un tas d'émotions. Et cerise sur le gâteau, le roman a remporté le prix des lecteurs en 2024. Et pour terminer avec cette sous-catégorie de La chute de Laure-Ailée, j'ai placé dans ma pile à lire le tome 6 de la série de manga Le bateau de Thésée, même si je vous avoue que je compte bien terminer toute la saga. C'est de Toshiya Higashimoto et c'est à retrouver au sein de la maison d'édition Vega Dupuis. On suit l'histoire de Shin, un jeune homme dont le père est accusé du meurtre de 21 personnes. Ces personnes ont ingéré du cyanure de potassium, donc un poison mortel. Shin tente
tant bien que mal de vivre sa vie et de ne pas penser à cette affaire sordide. Cependant, sa femme, elle est persuadée que son père n'est pas le véritable coupable et qu'il est victime d'une erreur judiciaire, mais celle-ci va mourir en couche et Shin se retrouve donc embarqué dans un conflit pour la garde de son enfant, et pour résoudre tout ça, il va se rendre à Hokkaido afin de parler à son père. En chemin, il s'arrête sur les lieux du crime, mais il va se retrouver entouré d'une étrange brume qui va le transporter en janvier 1989, soit quelques mois avant le massacre. Ce manga, c'est un peu mon obsession du moment. Je dévore chaque tome qui me tombe sous la main. Je réalise des théories folles sur l'identité du tueur, ça me retourne complètement le cerveau. Bref, c'est un manga incroyable et je n'ai qu'une seule envie, découvrir toute la vérité sur cette affaire, et j'en trépigne d'impatience. Et la toute dernière catégorie de ce tableau automne crépusculaire, c'est le crépuscule des Cides. Les mots-clés sont elfes, démons, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Pour ma part, je suis partie sur les mots-clés mythologie, légende et fantaisie, et mon premier choix a été un classique de la fantaisie que je n'ai toujours pas découvert, et pourtant ce n'est pas l'envie qui me fait défaut. Je parle bien sûr du premier tome de la saga L'Assassin Royal, à savoir L'Apprenti Assassin de Robin Hobb, publié chez J'ai Lu. Même si c'est un immense classique de la fantaisie, je vais quand même vous faire un rapide résumé. On suit l'histoire de Fitz, fils illégitime du roi qui, malgré sa condition, va recevoir une éducation princière dans le but de faire de lui l'assassin royal. C'est un résumé très rapide et aussi très laconique, j'en suis certaine, mais j'ai pas envie d'en savoir davantage et j'espère sincèrement pouvoir découvrir ce classique de la fantasy durant ce Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'en ai un peu assez d'être la seule du book club à ne pas encore avoir lu ce livre. Et pour terminer cette longue vidéo, j'avais envie de vous parler de Laviana de Ursula K. Le Guin, paru chez La Talente dans leur collection La Dentelle du Cygne. Comme pour l'Assassin Royal, j'en sais assez peu sur ce livre, si ce n'est qu'il raconte et réécrit l'histoire de Laviana, une figure féminine emblématique de la mythologie gréco-romaine. J'avais déjà essayé de lire le classique de l'autrice Terre-Mère, mais j'avais abandonné au bout d'une centaine de pages parce que je ne supportais pas le personnage principal. Néanmoins, j'ai toujours eu envie de découvrir d'autres romans de cette autrice et de continuer à lire des livres qui mettent en lumière les femmes dans la mythologie, qui leur donnent un corps et qui leur donnent vraiment un rôle d'actrice dans leur propre histoire. Ce roman ne sera peut-être pas ma priorité dans cette pile à lire parce que j'ai beaucoup de mal à le trouver en bibliothèque, mais si l'occasion se présente, je le lirai avec grand plaisir. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et si vous l'avez aimé ou non. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui vous permettra d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur deux à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.